manchettes aujourd'hui, en visite dans la Naudière, François Legault plaide pour un renforcement de la loi 101. La composition du comité Images et Revitalisation de Sainte-Élisabeth est maintenant connue. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mercredi 12 août. Alors hier après-midi, nous avons assisté au point de presse du premier ministre du Québec, François Legault, qui était en visite dans la Naudière. Et au cours de cette visite, il a notamment rencontré les étudiants qui suivent la formation accélérée pour devenir préposés aux bénéficiaires à l'Assomption. Le premier ministre a ensuite eu une rencontre avec les maires de Terrebonne et Mascouche avant d'accorder un court point de presse à la bibliothèque municipale de Mascouche. Et lors de ce point de presse, il a surtout abordé des enjeux touchant la MRC des Moulins, notamment Mascouche et Terrebonne, mais il a aussi été questionné sur divers enjeux nationaux, comme par exemple l'enquête que le gouvernement pourrait déclencher sur la réponse de l'État à la crise de la COVID-19. On écoute sa réponse. De regarder quel format l'enquête va prendre. Donc, on n'a pas encore terminé. Évidemment, est-ce qu'il y aura une deuxième vague dans les prochaines semaines? Est-ce qu'on doit attendre la fin de la deuxième vague avant d'enquêter, de faire l'enquête? Ce qui est arrivé, et puis j'ai eu l'occasion dans ma tournée d'en parler, et puis entre autres ici dans la Naudière, c'est ça s'est joué beaucoup dans les premières semaines au mois de mars, où des employés qui avaient la COVID-19, souvent sans symptômes, n'ont pas porté tout le matériel de protection, entre autres les masques, et ont infecté des milliers de résidents. Puis il y a eu des milliers, malheureusement, de décès. Je m'assurais justement ce matin que les étudiants préposés, est-ce qu'on vous a bien expliqué l'importance de porter le matériel de protection pour ne pas infecter les patients? Je pense qu'on a déjà eu une bonne partie de notre leçon au Québec, puis c'est arrivé à beaucoup d'autres endroits dans le monde. Puis évidemment aussi, on va avoir, ça n'arrive pas trop vite, là, 10 000 employés de plus dans les CHSLD, donc s'assurer aussi que les employés ne transfèrent pas des zones chaudes aux zones froides, donc que ça soit vraiment séparé. Donc déjà, on est beaucoup mieux préparé pour une deuxième vague, mais oui, il y aura une enquête détaillée. Parce qu'il y avait eu aussi le fait qu'on manquait d'équipement, mais donc... je veux revenir là-dessus, parce que j'ai entendu l'opposition effectivement dire au total au Québec, on n'a jamais manqué d'équipement. J'ai suivi les équipements, que ce soit les masques, les gants, les blouses, à chaque jour. Au total, on n'a jamais manqué d'équipement. Par contre, il y a eu beaucoup de coupures dans le réseau au cours des dernières années. Puis il n'y a pas toujours dans chaque établissement, où il n'y avait pas toujours dans chaque établissement une personne responsable de s'assurer qu'on a un inventaire d'équipement suffisant pour les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, il peut être arrivé que dans certains établissements, il y a eu des manques d'équipement. Évidemment, on était serré aussi, donc je peux comprendre que la direction des établissements faisait attention pour utiliser l'équipement seulement au moment où c'était absolument nécessaire, mais il y avait aussi cette inconnu où c'est pas tout le monde en tout cas qui savait qu'une personne qui n'avait pas de symptômes pouvait être porteur. Et toujours lors de cette conférence de presse, le premier ministre a aussi été questionné sur une étude de l'Office québécois de la langue française qui révèle que c'est environ 40% des entreprises du Québec qui, au moment des entretiens d'embauche, demandent des compétences en anglais. Et pour les entreprises de la région de Montréal, c'est plus de 60% des entreprises qui veulent des candidats bilingues. Alors, le premier ministre s'est montré inquiet de cette situation. Selon lui, on devrait pouvoir travailler en français au Québec sans problème et il a dit vouloir agir. On l'écoute. Cet après-midi avec Simon Jolin Barrette, qui est responsable du dossier de la langue. Oui, c'est très préoccupant, les données de l'OQLF. Quand on parle de 40%, même 60% à Montréal, où on exige la connaissance de l'anglais, c'est pas acceptable et c'est préoccupant. J'ai déjà annoncé qu'on va proposer des mesures pour bonifier la loi 101.
Simon Jolin Barrette y travaille, mais c'est très préoccupant ce qu'on a vu comme données aujourd'hui de l'OQLF. Alors, on revient maintenant en politique municipale. On se déplace à Sainte-Élisabeth et, tel qu'indiqué en manchette, la composition du comité Images et revitalisation de Sainte-Élisabeth est maintenant connue. Les précisions du maire Louis Bérard. Je crois que nous avions parlé du fameux comité Images et revitalisation qui avait été officialisé lors d'une résolution. Et vous deviez procéder à des nominations pour ce comité. Là, vous avez procédé aux fameuses nominations? Oui. On a nommé 5 personnes qui m'ont été référées par plusieurs personnes de la municipalité. Donc, j'ai Mme Nancy Coutu, M. Marc Longchamp, Mme Chanel Laberge, Mme Manon Guilbeault et Mme Joanne Adam qui vont se joindre au comité Images avec les 2 autres conseillers du comité Images qui vont en faire partie et moi-même. À ce moment-là, pour le comité Images, l'objectif, justement, comme ça le dit, comité Images et revitalisation, c'est pour développer et donner une nouvelle vie à notre municipalité, qui, depuis longtemps, il n'y a rien qui bouge. Ça fait que là, on veut la faire revivre, on veut qu'elle se déploie, puis on veut demander à des gens, et c'est des gens en passant qui ne sont jamais impliqués antérieurement dans aucun comité de quoi que ce soit de la municipalité. Donc, on a été chercher 5 nouvelles personnes qui, de chez elles, ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir. C'est ça qu'on voulait avoir, nous, un son de cloche. Pas toujours avoir les mêmes personnes qui roulent d'un comité à l'autre, puis qu'on n'est pas capable d'avoir vraiment le vrai son de cloche de la population. Fait que là, on a été le chercher. Et c'est ça, ces 5 personnes-là qui m'ont été référées, que j'ai présenté au niveau du conseil municipal pour qu'ils approuvent le choix des personnes que j'avais fait à ce moment-là. Et ça, est-ce que ça a été adopté à l'unanimité? Non, ça a été adopté à la majorité. Il y a 2 conseillers qui se sont opposés là, à cette-là. D'ailleurs, c'est les 2 conseillers de l'ancien maire, Mme Joanne Pagé et M. Claude Hull. Et tantôt, vous avez dit qu'il y a 2 conseillers qui vont siéger sur ce comité avec vous. Quels sont les 2 conseillers qui vont siéger? J'ai M. Benoît Desrochers qui va siéger sur ce comité-là, puis j'ai Mme Josée Leclerc qui va siéger sur ce comité. Alors, nous aurons d'autres échos du dernier conseil municipal de Sainte-Élisabeth pour vous au cours des prochains jours. Maintenant, direction Lanoraie. La séance du conseil pour le mois d'août a eu lieu lundi soir et durant la période de questions, les permis de construction pour les garages ont de nouveau suscité des questions de la part de certains Lanorois. On écoute à ce sujet le maire Gérard Jean. Question, quelque chose qui concernait l'urbanisme, qui nous a été redemandé. Je pense qu'on s'était parlé la dernière fois concernant le garage sur la rue Sainte-Marie. Oh, oui. Bon. À la période de questions, on a eu des questions écrites, on a aussi eu des questions dans la salle, mais on a parlé justement, on nous demandait quelles sont les dérogations obtenues pour la construction du garage double du 432 Sainte-Marie. Et puis, ce que j'ai expliqué, c'est qu'il n'y a aucune dérogation qui a été obtenue dans ce dossier-là. C'est que le garage, en fin de compte, après ça, on nous demande si cette construction a été autorisée, c'est-à-dire que là, on nous demandait si ça pouvait s'appliquer partout sur la rue Sainte-Marie, autant au terrain, c'est-à-dire aux propriétaires qui ont un peu plus grand terrain. Puis, effectivement, la construction, ce qui était interprété, c'est que la construction est sur rue. Mais en fait, la construction est en marge latérale. Puis, en marge latérale, bien, tout le monde a le droit de faire une demande de construction. Puis là, à ce moment-là, bien, c'est les règles normatives concernant la réglementation qui s'appliquent. Par exemple, concernant la grandeur maximum que quelqu'un peut aller. Comme dans ce cas-là, dans ce cas spécifique-là, c'est qu'il y aurait eu le droit de construire un maximum de 1200 pieds de surface de garage, mais dû à des contraintes, puis même avec les plans qu'on nous a présentés, il y en a environ 800 pieds, 800, 850 pieds, là, qui sont occupés par le garage parce qu'il y a eu des contraintes autant au niveau de la bande de protection riveraine, tout ça. Après ça, bien, c'est sûr qu'il y a le PIA qui évalue le plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est évalué par le comité consultatif d'urbanisme qui, eux, évaluent si ça répond
aux critères du plan d'implantation et d'intégration structurelle, c'est-à-dire s'harmoniser avec le bâtiment principal. Et puis, le bâtiment principal a toujours été évalué pour s'harmoniser avec le secteur parce que c'est l'objectif du PIA. Mais en aucun cas, le PIA peut venir changer les règles normatives parce que là, à ce moment-là, ça serait arbitraire pour un citoyen qu'on change les règles normatives pour lui. Donc, le PIA, ce qu'il vient faire, lui, il vient donner c'est un règlement qui est discrétionnaire. Puis à ce moment-là, ben, il vient donner de la latitude au CCU et, c'est-à-dire au conseil municipal, parce que le CCU, dans le fond, c'est un comité consultatif. Oui. Les autres analysent le dossier, nous remettent ça, puis nous, à ce moment-là, le conseil municipal va regarder si l'ensemble des choses a bien été évalué. À ce moment-là, ben, on autorise ou on n'autorise pas. Puis dans ce cas-là, bien, effectivement, en bout de ligne, c'est pour ça que le conseil municipal a autorisé. Puis là, on nous demandait si les gens qui ont un garage plus grand, ça lui donnait l'autorisation de se faire une terrasse intégrée avec un spa, du mobilier extérieur, ainsi de suite. Mais oui, effectivement, tout le monde, ça, dans la plupart des cas, ça ne prend même pas de permis pour s'installer un spa. Puis le mobilier extérieur, je veux dire, ça ne prend pas de permis. C'est toujours bon de venir s'informer, surtout sur le bord du fleuve, parce que, bien, sur le bord de n'importe quel cours d'eau, parce que sur le bord d'un cours d'eau, il y a toujours une bande de protection riveraine à respecter. Puis c'est très important de rien aller mettre de construction permanente dans ces bandes-là. Donc, ça concernait justement par rapport à ça. Aussi, au niveau de l'urbanisme, bien, on a eu quelques dérogations qui ont été demandées. Sur ça, bien, il y a eu une dérogation au point 12.7 concernant dans le rang Saint-Jean-Baptiste, au 35 rang Saint-Jean-Baptiste, qui était d'avoir un garage détaché justement en cours avant. Et puis, ça n'a pas été autorisé parce que ce n'est pas conforme à la réglementation. Puis, si on commence à donner... vous savez, quand on arrive, à moins qu'il y ait une situation très particulière, sinon, une dérogation, ça ne doit jamais servir à contourner un règlement. Parce que si un règlement est inadéquat, à ce moment-là, il faut corriger le règlement et non pas aller par dérogation. Sinon, ça ne devient pas... Alors, nous aurons d'autres échos du dernier conseil municipal de Lanoraie pour vous au cours des prochains jours. Maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, à l'échelle provinciale, la santé publique note un nouveau décès relié à la COVID-19 depuis hier. Donc, le total est désormais de 5 709 depuis le début de la crise. La santé publique signale 95 nouveaux cas et en ce moment au Québec, il y aurait 151 personnes hospitalisées en raison du coronavirus, soit le même nombre qu'hier. Et de ces personnes, 20 se retrouvent aux soins intensifs à cause de la COVID-19, ce qui est une de moins qu'hier. Et la région de la Naudière compte maintenant 4 650 tests positifs à la COVID-19, soit 11 de plus qu'hier. Et nous passons maintenant à notre première pause. Une atteinte à ma liberté. C'est un mal nécessaire pour mieux la retrouver. C'est un symbole de compassion. C'est un symbole d'humanité. C'est pas une question de suivre l'exemple, mais de le donner. C'est en le portant fièrement qu'on montre notre vrai visage. Un visage de respect, un visage de solidarité, un visage de changement. Tous contre un, tous contre la COVID-19. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve
Et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur, le magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, aucun anniversaire ne nous a été signalé pour ce mercredi 12 août. Par contre, au niveau des éphémérides, c'est un 12 août en 1971 que l'ancien champion de tennis Pete Sampras est venu au monde. Et c'est aussi un 12 août, cette fois en 1954, qu'est venu au monde l'ancien président de la République française, François Hollande, qui est célèbre notamment pour avoir défait l'ancien président Nicolas Sarkozy et pour ses fameuses balades en scooter. Alors, c'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. Maintenant, la mairesse de Berthierville, Suzanne Nantel, et le maire de Saint-Ignace-de-Loyola, Jean-Luc Barthes, vous invitent à la collecte de sang qui se tiendra les lundis 17 août entre 10h et 16h et mardi 18 août entre 13h30 et 19h30 à l'école secondaire Pierre de Lestage, située au 881 rue Pierre de Lestage à Berthierville. Et ma collègue Danielle Yvon a rencontré les deux maires ce matin pour avoir plus de précisions sur cette importante collecte. On les écoute. Je suis en compagnie de Mme Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville, et M. Jean-Luc Barthes, maire de Saint-Ignace-de-Loyola. Et on a vu une association, on pourrait dire communautaire, de ces deux municipalités-là, en tant que président d'honneur, pour faire une clinique de sang. Comment ça t'est venu de l'idée? Est-ce que c'est Emma Québec qui vous a contacté ou c'est en discutant, en se rencontrant, vous avez dit qu'il faudrait bien faire une clinique de sang, là, faire quelque chose dans les Moi, je vais vous dire, Emma Québec, il nous a contactés et il nous a demandé si on voulait faire la clinique de sang parce qu'on avait un à Saint-Ignace. Puis le COVID-19, il nous a demandé si on pouvait faire ça les deux maires ensemble pour que, autrement dit, ils vont faire 2 jours pour que ça compense celle de Saint-Ignace puisqu'on n'aurait peut-être pas eu de place pour eux. Mais il aurait fallu qu'il fasse ça dans le petit autobus, puis là, dans le petit autobus, ça aurait été tout bien une personne ou deux à voir. Ça aurait été encore plus long. Donc, c'est ça. C'est là que j'ai contacté Mme Nantel pour lui demander si ça lui intéressait qu'on fasse ça ensemble, et on était d'accord tous les deux. Okay. Donc, c'était évidemment un plaisir d'accepter la coprésidence avec M. Barthes pour une clinique de sang. Je pense que c'est un geste qui est très important. Je pense encore en temps de pandémie, il y a eu beaucoup de pertes de cliniques de sang, donc les réserves ne sont pas nécessairement au maximum de ce qu'ils devraient être. Bien, écoutez, moi je pense que le monde faudrait qu'ils s'inscrivent aussi, parce que au Québec, les donneurs de sang, là, ils vont tout le temps en avoir besoin. Et moi je le dis, ça sauve des vies. Donc, je pense que c'est un bon geste que de venir donner son sang pour essayer de sauver des vies le plus possible. Je pense que c'est un beau geste. Je connais du monde qu'à l'heure actuelle, il y en a. Puis moi, j'ai un de mes frères, ça fait au-dessus de 100 dons qu'il fait. Je trouve ça extraordinaire ce qu'il fait. Puis je pense que le monde, j'espère que le monde va s'inscrire pour les 2 jours de clinique de sang. Est-ce qu'on peut parler des procédures, justement? Savez-vous comment ça fonctionne? C'est une inscription, c'est sur rendez-vous. C'est sur rendez-vous? Considérant les mesures sanitaires qui doivent être respectées. Donc, les gens appellent à Emma Québec sur le site. On va mettre le numéro de téléphone en bas, il n'y a pas de problème. Prendre rendez-vous pour à ce moment-là venir sur une des 2 journées là, qui... Puis comme M. Barthes le disait, tout à fait, c'est un geste qui est à la portée de tous. Du moment que la personne a 18 ans et est en bonne santé, qu'elle n'a pas des problèmes majeurs de santé, je pense qu'effectivement, pour enchérir sur M. Barthes, les dons de sang, là, c'est précieux. Un seul don de sang, une personne prend 10 minutes pour venir donner de son sang, ça peut sauver 4 vies. Et en temps normal, les besoins sont de 1000 dons par jour. Alors, c'est encore plus important en temps de pandémie. Alors, je pense qu'on fait appel tous les deux là, à la générosité de tous les gens là, de venir, de prendre le temps de faire ça. Donc, il n'y aura aucun sans rendez-vous, c'est ça qu'on comprend? En principe, non. En principe, ça ne devrait pas. S'ils sont capables, d'après moi, de tout remplir leur carte. Okay. Si jamais il y a de l'espace, quelqu'un y arrive, moi, je pense qu'il devrait être. Je sais qu'à Saint-Ignace, ça s'est fait l'année passée. Il y
n'avait pas rempli toutes les. Il en demandait 30 ou 35, je pense. Puis ils n'étaient pas tous là. Fait qu'il y en a qui sont arrivés, puis ils n'étaient pas inscrits, puis ils ont pris quand même. Ils ont quand même, on dit, revenir dans Aussi, une demi-heure. je voudrais faire un appel à des bénévoles, parce que je sais qu'au Québec, c'est sûr que les autres sont tous là pour Gérer, là, oui. aider, puis ramasser le sang, mais ça leur prend des bénévoles pour recevoir, puis en tout cas, tout placer leur affaire. On espère qu'il y aura des bénévoles qui vont donner leur nom aussi. Les gens aussi, c'est ça, sont appelés, comme M. Barthes le dit, là, à donner leur nom parce que pour l'accueil, pour un petit peu acheminer les gens. Mais j'ai appris hier là, que j'ai communiqué avec le service d'incendie de la MRC de Dautré. Et ils vont avoir une présence physique ici les 2 jours. Et il y a probablement là, des pompiers qui vont aussi offrir là, leur service pour aider à placer les gens, à faire la circulation, etc. C'est ça, faire le circuit. C'est ça. Avez-vous un objectif officieux et officiel? Officieux. C'est 200 dons. On nous demande, c'est 100 dons par jour qui aimeraient recueillir. On espère qu'ils vont atteindre Vous l'objectif. allez faire... Bien qu'on va le dépasser. Vous espérez ça, oui, c'est ça. Allez-vous être présent si on veut vous rencontrer, signer des autographes, comme les vedettes? Peut-être pas juste pour les autographes. Au moins, moi, je pense qu'on va peut-être pas toutes les heures de temps qui sont là, parce que c'est quand même assez des bonnes heures, mais moi, je vais être assez présent pour recevoir le monde, les saluer. Les remercier surtout de prendre la peine de se déplacer pour faire ce geste. On invite tous les gens à s'inscrire et à donner un don de sang. Parfait. Bon, ben je vous remercie qu'on rappelle que c'est le 17, le 18, c'est bien ça. Et ça se passe à quel endroit déjà? Ici, à la polyvalente. Parfait, pas de problème. Qu'on vous attend. Merci. Et si certains ont encore des doutes, outre la prise de rendez-vous dont parlait la mairesse, alors il y a d'autres mesures de sécurité qui ont été prises, notamment il y aura contrôle de l'accès au site de collecte avec prise de température des donneurs et des bénévoles effectués avant de pouvoir accéder au site. Il y aura désinfection des écrans utilisés pour le questionnaire de qualification au don de sang, de même que des lits de prélèvement, et l'organisation logistique de la collecte a été revue afin de respecter les mesures de distanciation. Et il y a aussi l'ajout de panneaux d'acrylique dans tous les sites de collecte, et il y a le port du masque chirurgical qui est remis par EMA Québec et qui est obligatoire pour tous les donneurs de sang, et ce pendant toute la période de leur passage en site de collecte. Même chose pour les employés et les bénévoles. Alors, cela peut bien sûr vous rassurer. Nous passons maintenant à notre seconde pause. Aujourd'hui, on peut se prendre en main, agir en pensant aux autres, à nos amis, à nos parents et les plus vulnérables. Aujourd'hui, on a une chance de retrouver notre liberté en posant quelques petits gestes. On a tous le même adversaire et pour qu'on profite de notre liberté, on garde nos distances entre nous tout en restant proches. La force, c'est le nombre, c'est nous, ensemble. Plus que jamais, chaque petit geste compte. On est capable de se battre. Tous contre un, tous contre la COVID-19. Le 3 août, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Gérard Bastien, époux de feu Marie-Rose Sylvestre de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil ses enfants, Jean-Pierre Bastien et sa conjointe Nicole Gagnon, Lise Bastien et son conjoint Sylvain, de même que ses petites filles adorées, Sandra et Vanessa, ainsi que ses arrière-petits-enfants, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille tient à remercier le personnel soignant du centre Parfilia Ferland pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera ce jeudi, le jeudi 13 août, de 13h à 14h30 au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Et il y a une liturgie de la parole qui aura lieu le même jour à 14h30 en la chapelle du complexe. Et les cendres de M. Bastien seront inhumées au cimetière de Saint-Barthélemy.
Et bien sûr, votre collaboration est demandée afin de respecter les nouvelles normes sanitaires de la santé publique qui seront mises en place au salon et bien sûr, le port du masque est maintenant obligatoire. Et comme vous le savez, les services pour les personnes décédées au début de la crise de la COVID ont débuté. C'est le cas de Victor-Olivier Tarte, qui est décédé au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 10 avril dernier à l'âge de 95 ans. Il était l'époux de Mme Jacqueline Gagnon, demeurant à Saint-Charles-Borromée, et il était natif de Lanoraie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses sœurs et belles-sœurs, Marie et Marie-Thérèse Tarte, sœur Marie-Blanche Tarte, Pierrette Lassalle, feu François-Xavier Tarte, Janine Gagnon, feu Jacques Dupuis, Pauline Roy, feu Roger Gagnon, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera ce vendredi, le vendredi 14 août, de 9h à 11h au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivront les funérailles à 11h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 mai, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Anaclet Lemire, époux de feu Hélène Dumont, demeurant à Berthierville. Alors, il laisse dans le deuil sa fille, Patricia Lemire, ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Janine Lemire, Muriel Lemire, feu Alfred Leboutillier, Jean Lemire et sa conjointe Huguette Sylvestre, Cécile Dumont et son conjoint Martial Sarrazin, André Dumont, feu Ghislaine Moineau, Guy Lamarre, feu Jacqueline Dumont, Gaëtan Savignac, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera le samedi 15 août, ce samedi, de 9h à 11h, au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivront le même jour les funérailles à 11h en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Et maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 14 juillet, à l'âge de 56 ans, est décédé M. Guy Gervais, époux de Manon Melançon, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Maxime Gervais, ses beaux-enfants Jessie, Vanessa, Jimmy et Lou, son père Normand Gervais et sa mère Lisette Desbiens, son frère Ghislain Gervais, sa sœur Nancy Gervais, ainsi que ses neveux, nièces, oncles, tantes et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera ce dimanche, le dimanche 16 août, de 13h à 15h au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h. Maintenant, au CHSLD Le Château de Berthier, le 28 juillet, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Irène Caillé, épouse d'André Bellumeur, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Daniel et sa conjointe Louise Dubois, Anne-Marie et son conjoint Michel Dubois, son petit-fils Maxime et sa conjointe Mirka Cournoyer-Valois, ses arrière-petits-fils Milan et Hubert, sa filleule Diane-Paul Lucier, son frère Placide Caillé et sa conjointe Réjeanne Cournoyer, son beau-frère Jacques Bellumeur et sa conjointe Solange Moreau, et lui ont précédé sa sœur et son frère, Thérèse Caillé, feu Réal Bellumeur, et Roger Caillé, feu Lucille de Roy. Laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille tient à remercier le personnel du CHSLD Le Château pour les bons soins prodigués à Mme Irène Caillé. Et selon sa volonté, Mme Caillé ne sera pas exposée. Il y a une cérémonie qui aura lieu en privé à une date ultérieure. Cela dit, tous les membres de l'équipe de CTRB offrent leur plus sincère sympathie aux familles et amis en deuil. Et nous passons maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, donc aujourd'hui c'est moi Xavier qui va faire la météo. Donc on le remarque déjà, là, vraiment très belle température, il y a du soleil, c'était déjà prévu l'ensoleillement, mais là c'est plus que bien. C'est un peu très chaud là, pour certains, mais on est quand même bien, c'est une température de 29 degrés avec un ressenti de 35. Ce soir, on s'attend plutôt à une température de 24 degrés avec un ressenti de 29 et il va y avoir quelques passages nuageux. Cette nuit, ça va être 17 degrés avec un ressenti de 17, encore là nuageux, mais ça va être plutôt dégagé dans son ensemble. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale et excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs.